d'accord pour la gérance, je vais essayer de faire un petit condensé sur ces 4 dernières interventions. Mais ce qui ressort effectivement, c'est qu'on se rend compte que de nombreux PV des inspecteurs du travail sont souvent classés sans suite. Alors il y a une impunité patronale face à tout ça, et puis c'est vrai que les rares condamnations et les montants dérisoires et les amendes n'incitent pas à développer des mesures de prévention pour les salariés. Donc comment faire pour changer tout ça? Joe lui a parlé effectivement du document unique d'évaluation des risques professionnels. J'en ai parlé quelques mots tout à l'heure. C'est vrai que seulement 40% des entreprises le respectent, alors que qu'est-ce qu'il y a comme solution, j'ai envie de dire, pour obliger les entreprises à respecter cette obligation légale? Oui. Merci aux différentes interventions. Je les apprécie les unes et les autres. Quand tu dis, par exemple, le nombre d'entreprises qui font des documents de protection de sécurité, alors, ils vont élever les seuils. Dans le plan, il y a 24 mesures de simplification. Ils s'apprêtent à faire une loi, probablement pendant l'été ou la rentrée prochaine, dans lesquelles ils vont hausser les seuils sur pratiquement, au nom de la simplification, sur pratiquement toutes les informations qui doivent être données au personnel et aux syndicats. Pour vous donner un exemple simple, Attal veut mettre le seuil pour les comités d'entreprise à 250. Vous savez combien il y a d'entreprises en France de plus de 250 salariés? 6300. Voilà. C'est-à-dire qu'on était à 50. Alors, quand le seuil était à 50, c'est 3% des entreprises, c'est pas beaucoup. Et entre 20 et 30% des entreprises de plus de 50 avaient un CE. 60 à 70% n'en avaient pas. Et là, si vous montez le seuil à 350, sur 1 200 000 entreprises, il vous restera 3 000 entreprises qui auront un comité d'entreprise. Et ils sont très vigilants dans la simplification, c'est ça qu'il y a derrière, pour ne plus communiquer les informations. C'est-à-dire, auparavant, il y avait tout un système qui obligeait l'employeur à date fixe, à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième trimestre, à la fin du troisième, et même de faire des comparaisons avec le nombre des intérimaires, ou les salaires femmes, hommes. Tout ça a été absolument, comme ils disent, laissé au fil de l'eau sur une bande de données variables, et les employeurs ne le font plus, il n'y a plus les mêmes obligations, et il n'y a plus les mêmes sanctions. Derrière le mot simplification, quand vous entendez le mot simplification, sortez votre revolver. Ils ne simplifient pas, ils sont en train de détruire vos droits. C'est la même chose sur le bulletin de paye, et c'est la même chose pour les comités d'entreprise. C'est comme pour les fameux CHSCT. Il y en avait, j'ai fait à un moment donné dans ma vie, j'ai été 2 ans, comme on dit, PQ. Personnalité qualifiée au Conseil économique et social national. Et je m'étais battu pour faire un truc sur les CHSCT. On était en 2001. Hein. C'était les 20 ans de CHSCT. Et j'avais fait une étude, j'avais le droit de convoquer tout le monde, j'avais même convoqué mon patron, je prenais un grand plaisir à les embêter tous. Mais j'avais étudié à ce moment-là qu'en France, il y avait 22 000 CHSCT en tout et pour tout. Parce qu'en vérité, dans la plupart des cas, les entrepreneurs, les patrons, les grosses entreprises ne les mettaient pas en place. Et les CHSCT n'étaient que désignés, les membres. Ils étaient désignés par les membres des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Je revendiquais qu'ils soient élus. Ils avaient une personnalité juridique, mais je revendiquais effectivement qu'ils puissent avoir leurs propres experts et qu'ils puissent décider, et pas seulement solliciter le patron pour avoir une expertise. Enfin, il y avait une série de choses pour les CHSCT qui étaient vitales. La disparition des CHSCT, alors ils disent, quand on dit ce que je viens de dire, ils disent non, ça n'a pas été supprimé, ils sont dans les CE. Oui, d'accord, enfin, on sait par expérience que les questions d'hygiène, sécurité et conditions de travail, dans le comité d'entreprise, c'est le dernier point à l'ordre du jour, c'est l'heure où il est 5 heures, il faut aller chercher les enfants, et c'est terminé. C'était une façon de faire perdre en fait la vitalité des CHSCT. Quand je participais au CHSCT comme inspecteur, c'était sûrement la réunion que je préférerais. Parce que c'était celle où il y avait le médecin du travail à côté de moi, où il y avait le représentant de la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie, sinon dans les chantiers de l'OPP-BDP, et on pouvait interpeller l'employeur, et généralement, il se passait quelque chose qui ne se passait dans aucune d'autre des réunions, même pas au CE. Parce que les salariés et les syndiqués qui y étaient
profitaient de notre présence pour, avec contrepoids pour parler au patron, quoi. Et évidemment, les patrons détestaient être mis sur sur le grill de cette façon-là pendant chacun des CHSCT. Et en plus, l'inspecteur avait un minimum d'autorité. Je me rappelle de ce CHSCT, le patron n'en voulait pas, je le force, il n'en veut pas, je le force quand même, son comptable lui dit attention, vous allez risquer un PV, c'est entrave, faites-le, etc. Dans une bijouterie de la rue Turbigo à Paris, et où on fait le tour. Alors c'est important de faire le tour, parce que vous faites le tour des locaux, de l'atmosphère, des lumières, des sièges. Quand il y a eu rajouté conditions de travail à CHSCT, c'était très important, les salariés s'emparaient de tout pour dire ça va pas, y compris la moquette qui était collée dans le couloir sur lequel on se prend les pieds à chaque fois. Donc tout était recensé, quoi. Et là, le patron ne voulait pas, il faisait la gueule, je me rappelle très bien cette histoire, et je lui ai rajouté la totale, je lui ai dit, on va faire un tour de l'entreprise après. Le temps de la réunion, plus le tour de l'entreprise à la queue leu avec les 6 membres du CHSCT, le gars était outré, quoi. Mais il ne pouvait pas me dire non. Donc il y avait un pouvoir, et la visite d'une entreprise avec 6 délégués syndicaux derrière, avec le patron qu'on pousse pour qu'il avance d'une salle et d'un bureau à l'autre, ça vaut le coup. Hein. C'était des séances que j'aimais beaucoup. Et ce jour-là, on tombe sur... Vous savez, parmi les ouvriers, les salaires sont très... En fait, le salaire médian, c'est 1850 € parmi tous les salariés. 98% des salariés gagnent moins de 3600 € net. Et là, j'étais dans une bijouterie, il y avait des sertisseurs. Si vous avez des collègues sertisseurs, c'est sûrement les ouvriers les plus payés du pays. Forcément, ils mettent des bijoux, des pierres précieuses, etc. Si vous touchez une matière comme ça, vous n'avez pas intérêt à la rayer. C'est une qualification absolument supérieure. Vous avez déjà vu ça dans les films. Ils sont dans des fauteuils profonds en cuir pour avoir le museau, si je peux me permettre l'expression, à hauteur de la table. Il y a le chalumeau à côté et ils ont une grosse lunette comme ça dans l'œil pour faire le travail minutieux. Vous voyez, j'ai déjà vu ces images si vous ne l'avez pas fait vous-même. Et donc j'arrive dans il y avait 6 sertisseurs, le nez, tout ça s'installait et tout, sur une plaque blanche. C'est quoi la plaque blanche? On ne sait pas. Et qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'était de l'amiante. Les gars bossaient depuis 20 ans le nez sur une plaque d'amiante. Personne n'avait jamais soulevé le problème. C'était simplement à cause du chalumeau, c'est une plaque qui ne brûlait pas, etc. Et quand, après enquête, on découvre que c'est l'amiante, je ne vous dis pas la tête du patron. Alors 1, vous allez faire les visites médicales tout de suite. 2, vous allez changer toutes les plaques. 3, vous allez vérifier est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans le temps pour une asbestose, un mésothéliome, pour un cancer de la plèvre. Ça, c'était moins rigolo. Et le patron était... Et après, c'était facile de lui dire, vous voyez bien qu'un CHSCT, ça sert. Parce qu'en matière de sécurité, c'est donc la prévention qui est essentielle. Et là, c'était une prévention très tardive. Et après, moi, quand j'allais dans toutes les bijouteries, dans le 3e arrondissement, j'en avais beaucoup, ou bien même dans le 2e arrondissement où j'étais ensuite, et j'entrais dans la bijouterie, je voyais les mêmes plaques. Ils étaient tous avec des plaques blanches sous le nez, qui étaient toutes des plaques d'amiante. Je rentrais chez Cartier, avenue de l'Opéra, où il y avait des salons pour les émirs pour acheter les bijoux, quoi. Mais j'allais dans le fond, je voyais les sertisseurs, amiante. Et c'est comme ça que la sécurité se construit. Quand ils ont détruit les CHSCT, ils ont commis un crime. Ils ont commis un crime. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les salariés pour se défendre eux-mêmes en matière de sécurité pour leur propre santé. Il n'y a rien de mieux que de les mettre en mouvement, que de les réunir pour en parler. Et ce n'est pas un expert qui vient d'ailleurs qui va le faire à leur place. Parce que les questions, elles sont toujours soulevées de façon pratique, de cette façon-là. Et donc, les CHSCT, c'est un des premiers trucs qu'il faut se battre, à mon avis, pour reconstruire, parce qu'on sait maintenant qu'on est malheureusement, champion, entre guillemets, d'Europe des accidents du travail mortels. Mais derrière en gros, les 650, 700 accidents du travail mortel annuels, derrière, il y a 4500 handicapés du travail. Il y a 650 000 arrêts de travail. Et il y a les maladies professionnelles. Et les maladies professionnelles, on n'en parle pas, c'est une question culturelle, ça va me pousser à ma deuxième réponse, parce qu'il y a un univers qui est soigneusement cultivé. Il y avait Zola, et maintenant c'est mieux. D'accord? Il y avait les mines,
et maintenant c'est mieux. Il y avait les ouvriers en bloc chauffe, et maintenant c'est mieux. Il y en a même qui se laissent abuser en disant il n'y a plus de classe ouvrière. D'accord? Mais maintenant c'est pire. Parce que, par exemple, les accidents cardiaques et vasculaires, il y en a en gros 350 000 par an en France, la moitié est liée au travail. La moitié, il y a des enquêtes absolument établies là-dessus. Et donc, c'est parce que le gars qui est au bureau et qui ne bouge pas, qui est mal installé, et ça finit par faire n'importe quoi, des phlébites ou des arrêts cardiaques, c'est bien un accident du travail. Et l'accident du travail, c'est pas la mine avec la poussière. L'accident du travail, il est fabriqué dans absolument toutes les professions, par la durée du travail, la répétition du travail, la nature du travail, l'atmosphère, les lumières, la chaleur. Et par exemple, tous les jours, on vous parle de réchauffement climatique. Jamais on vous dit qu'on va mettre une barrière pour le travail quand il fait chaud. L'INRS, Institut National du Travail à Nancy, dit au-dessus de 35 degrés, on ne travaille plus. Ils ont même baissé, ils ont dit 32. En Allemagne, au-dessus de 35 degrés, normalement, tout travail est interdit. Même au Qatar. Ils trichent, je les soupçonne de ne pas appliquer ce qu'ils mettent dans leur publicité. Mais ils ont dit qu'au-dessus de 32 degrés, on ne travaille pas. Et qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, on ne travaille pas entre 10h du matin et 17h de l'après-midi. Au Qatar. Mais cherchez dans le Code du travail français. Il n'y a rien. Dans les recodifications du Code du travail, il y avait dans le temps des valeurs limites en matière de chaleur. Alors, la réponse maintenant, c'était le cas de Pénicaud, c'est le cas du SOC, et c'est maintenant le cas de Vautrin, c'est de dire ça se négocie entreprise par entreprise. Non. Non. Il faut d'abord un principe. Il faut que ça soit dans la loi. Le reste peut se négocier. Les aménagements de conditions de travail peuvent se négocier. On peut à 28 degrés avoir des aménagements horaires, on peut avoir des aménagements du point de vue de la chaleur, on peut mettre des tas de dispositifs qui permettent de moins souffrir au travail. Mais à 28 degrés, vous avez des aménagements. Et à 35 degrés ou 32 degrés, ça se discute, c'est du point de vue de la loi et avec les organisations syndicales, mais c'est une loi qu'il faut. Parce que sinon, entreprise par entreprise, c'est pas du tout ça. Hein. C'est comme l'affaire des charges. Dans le temps, il y avait des limites de port de charges. Elles ont été enlevées dans la recodification du Code du travail entre 2004 et 2008. Je me suis battu comme un chien contre ça. Et c'était pas terrible, les charges. C'était 25 kilos, port de charge maximum pour les femmes. D'accord? Enfin, quand vous avez des femmes qui sont dans les services à Sodexo qui vous poussent des chariots de bouffe, c'est autre chose que 25 kilos. Sauf que quand vous êtes inspecteur du travail, vous rentrez par exemple dans un chantier, vous voyez des sacs de ciment de 100 kilos. Vous pouvez dire au patron, renvoyez-moi ça, je ne veux plus des sacs de ciment de 100 kilos. Vous m'en amenez de 25. Et quand c'est dans la loi, vous pouvez le faire appliquer. Quand c'est à négocier, vous ne pouvez pas le faire appliquer et vous n'avez pas de sanction à la clé. Donc par exemple, sur le réchauffement climatique, l'OIT a dit la semaine dernière que 70% des salariés du monde entier souffriraient du réchauffement climatique. Et donc l'automatique, c'est d'avoir dans les lois des valeurs limites pour le travail et la protection de la santé. Parce qu'après, je connais les arguments. Oh, en Afrique, il fait chaud, il travaille bien. Bah oui, mais voire plus tôt. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez baisser l'espérance de vie à cause du travail et de la chaleur, vous faites comme ça. De la même façon que quand il fait froid. Parce que l'INRS dit à moins 14 degrés, je trouve que c'est déjà très bas. Ça se négocie. Mais qu'il y ait une limite, que ce soit écrit, qu'on puisse s'y référer. Parce qu'à ce moment-là, il y a des contrôles, une inspection, il y a des sanctions possibles. Mais tant que c'est flou, c'est flou. Il y a un lieu, on mord. Et alors on me dira, oui, mais il n'y a pas que le chantier, etc. Moi, je suis rentré dans des cuisines en plein été où j'avais une modeste chemise et il faisait 50 degrés. Je fondais en 2 minutes d'inspection de la cuisine. Mais ça, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser des gens travailler par 50 degrés dans des cuisines. Et il y en a des centaines de milliers, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que le cœur, il ne suit pas. La vie, elle est plus courte. Les maladies, elles sont considérables. Et ça, c'est le travail. Et il ne faut pas accepter l'idée que Zola, c'est fini. Que maintenant, c'est mieux. Qu'on ne souffre plus au travail. Non, le travail tue. Le travail fait mourir. Le travail raccourcit les jours. Le travail, c'est par la chaleur, c'est par les postures. 85% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. 85%. Ensuite vient la surdité.
Vous entendez parler vous avez des enquêtes. Le journal télévisé, c'est terrible. Il y a des trucs sur les arnaques, je ne sais plus quoi, ça prend la moitié du journal. Vous avez un accident du travail, c'est pas dedans. Hein? Vous avez quelque chose sur les maladies professionnelles, c'est pas dedans. Ou alors c'est très très rare, ça arrive une fois par an, et encore. Hein? Et donc là, c'est là qu'il y a à progresser. Et ça me relie au sujet que quelqu'un a dit, pourquoi on est si nombreux, c'est vrai que ça, on est 30 millions, c'est vrai, on est 30 millions. Et on n'a pas la conscience des 30 millions. Je veux dire que peut-être la différence entre les décennies, pourquoi on a du mal et qu'on rame. Parce qu'il ne suffit pas d'être 30 millions, il faut avoir la conscience des 30 millions. Alors, l'autre jour, j'étais tout bêtement penché à ma fenêtre et j'ai regardé juste une petite scène. Le gars du resto d'en bas de chez moi, il était sorti fumer une cigarette. Un des cadres que je connais chez moi, avec sa petite mallette, il sortait pour aller bosser. Il y avait le nettoyeur de la société, d'ailleurs privée, de poubelles. Et puis il y avait une des femmes de ménage que je connais qui fait les trucs là-dedans. J'ai regardé parler tous les quatre. Ils sont la même classe. Ils ont les mêmes intérêts. Il y avait un cadre, une femme de ménage, un cuistot, et sur le plan pratique, avec les loueurs, c'était beaucoup de professions en fait représentées. C'est la question fondamentale qui se pose à mes yeux. Hein. Je ne suis pas un dirigeant syndical, je suis un vieux retraité, un inspecteur du travail de 78 berges. La question, c'est que ces quatre-là aient la même conscience, qu'ils sont dans la même classe, qu'ils sont dans le même bateau, que leur salaire est déterminé par les choix qui sont faits en haut. Et cette conscience-là, c'est la communiquer. Et il faut surmonter tout l'appareil de division qu'ils ont dans les médias. Ouais, femme de ménage, c'est pas la même chose que le métallo. Le métallo, c'est bien plus classé que le cheminot. Le cheminot, c'est pas pareil que le gars qui conduit le bus à Lyon. Le gars qui conduit le bus à Lyon, c'est pas la même chose que l'instituteur. Les instituteurs et les professeurs, finalement, c'est pas vraiment des salariés. D'ailleurs, l'INSEE les appelle classes intermédiaires. Les statistiques ne sont pas faites pour nous faire comprendre que nous sommes une seule classe. Les statistiques nous découpent. Et il y a l'idée, oui, mais il y a ceux qui gagnent beaucoup. Et d'ailleurs, tous les jours, il y a des conneries sociologico, je ne sais pas quoi dire, qui sont déversées dans les radios. On vous dit les classes moyennes. Et tout le monde reprend. Il n'y a pas de classe moyenne. Où c'est les classes moyennes? La classe moyenne, c'est quoi? Celui qui gagne le salaire médian, 1850. Bon, vous en avez déjà à peu près 17 millions. Ça fait beaucoup, hein? Oh oui, mais il y a les cadres, ils gagnent bien. Et d'ailleurs, il ne faut pas appeler salariat parce que il y a le patron de ma boîte, il est salarié. Alors ça, c'est... Oui, il y a des salariés, patrons, ou très cadres, supérieurs, mais les cadres supérieurs, c'est combien? C'est 0,5% des cadres. Alors il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs. Ça, c'est une autre question. Mais ils ne le sont pas. Ils sont rattachés avec le statut de salarié, ils dépendent de nos propres combats parce qu'ils perdent quand on perd. Et donc, il ne faut pas chasser complètement les idées de l'ouvrier en bleu de chauffe. L'image ancienne, c'était l'employé était en manche de lustrine dans le bureau de l'usine et l'ouvrier souffrait en bas dans le cambouis. C'était ça les images antérieures. Mais c'est un imaginaire qui n'est pas disparu, alors que dans les faits, il l'est. C'est-à-dire qu'il y a moins de différence entre l'employé et l'ouvrier qu'il n'y avait il y a 50 ans. Il y a moins de différence entre le cadre et l'ouvrier qu'il y avait il y a 50 ans. Et c'est ce qu'il faut, c'est développer cette culture-là syndicalement. C'est mon avis, hein, je donne de leçons à personne. Mais syndicalement, on a intérêt à la développer. Nous sommes tous salariés. L'expression salarié, il faut la revendiquer pour la transformer. Oui, mais nos statuts disaient qu'il fallait abolir le salaire. Je suis pour abolir le salaire quand on pourra. En attendant, je me bats tous les jours pour augmenter les salaires. Oui, mais le salariat, c'est une classe exploitée. Oui, mais je voudrais qu'elle se reconnaisse comme classe exploitée et qu'elle ait la conscience pour lutter contre son exploitation. Et donc, pourquoi nous sommes 30 millions? C'est aussi la même question sur laquelle je m'interroge. Tout ce qu'on a gagné comme droit,
On l'a gagné quand on était 3 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions. Nous sommes, comme salariés, devenus en France majoritaires après 68. Probablement autour de 81. D'ailleurs, je ne fais pas l'éloge du tout par cette citation de François Mitterrand, mais quand il avait été élu, il avait une phrase qui il se l'était fait reprocher. Il avait dit « Nous sommes la majorité sociologique ». C'était vrai. L'élection présidentielle était conçue pour que jamais le salariat ne la gagne. C'était même le but au début, l'élection de la personne. C'était fait pour empêcher la victoire, en divisant. Personne ne pouvait s'unir. Et en vérité, le salariat est devenu majoritaire. Et la question qui se pose en permanence maintenant, c'est comment ce salariat va trouver sa représentation majoritaire. Et c'est une question pour les syndicalistes. Parce que c'est une question culturelle. Nous sommes tous salariés, que nous soyons femmes de ménage ou que nous soyons métallos, que nous soyons ingénieurs ou que nous soyons balayeurs, nous sommes tous salariés. C'est ça qu'il faut arriver. Il y a un seul salariat. Et donner cette conscience d'un seul salariat est en fait développer forcément le syndicat et développer la lutte forcément. Et donc exiger les mêmes droits. Au lieu de se laisser atomiser tous les jours par des médias qui vous disent non, la femme de ménage c'est la femme de ménage, le cadre c'est le cadre, et regardez, il y en a beaucoup, ils gagnent 4 000 euros. Non, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent 4 000 euros. Oui, mais alors entre le salaire net et le salaire... Ah oui, tout le monde a un salaire net et un salaire brut. Ah oui, ça c'est important. Tout le monde verse dans les caisses de cotisation sociale. On pourrait même rêver une grande sécurité sociale, avec une seule cotisation. Alors on nuirait pas aux salariés de la mutuelle, hein. Ne craignez pas, on pourrait les réembaucher tout de suite dans la sécurité sociale, ils ne perdraient pas leur boulot. Mais il y aurait une grande sécu avec un taux de gestion de 5%, au lieu d'avoir des mutuelles à 25%, on paye en plus. Et donc tout ça, ça unifie. Tout ce qui peut unifier le salariat est important. Pareil pour les sous-traitances qui ont été évoquées. En Allemagne, il n'y a qu'un niveau de sous-traitance. Vous changez ça, je vous dis, dans les chantiers, vous avez changé tout. Hein. Il y a quand même 1 400 000 ouvriers du bâtiment. Et c'est là qu'il y a le plus, l'URSSAF le savent, qu'il y a le plus de travail illégal. C'est là qu'il y a aussi le plus d'accidents du travail, y compris mortels. Vous avez à peu près 200 chutes par an. Et vous avez environ 150 enfouissements mortels par an. Et donc c'est dans le bâtiment. Eh ben, si dans le bâtiment vous changez la sous-traitance, vous changez tout. Un seul niveau de sous-traitance. Ensuite, légalement, si vous dites que le patron est responsable, pénalement, juridiquement, financièrement, économiquement, de tout ce qui est sous ses ordres, vous changez la nature de la sous-traitance. On se résigne souvent sur ce que c'est. Mais la sous-traitance, au début, était la recherche d'une contribution technologique dont une entreprise qui ne la possédait pas avait besoin. Maintenant, c'est plus ça du tout. C'est comment je trouve une main-d'œuvre moins chère, et puis basta. Et donc, si vous dites le sous-traitant est aligné le temps de la mission sur la convention collective du donneur d'ordre, vous avez changé. Parce que la sous-traitance ne devient plus une sous-traitance de main-d'œuvre, mais devient une sous-traitance technologique. Et vous avez à ce moment-là une protection du sous-traitant. Alors vous me direz, oui, mais il y a plein d'entreprises. Je m'étais posé le problème parce que, et comme tout le monde, j'ai un inspecteur, je trouvais des coiffeurs. Alors, prenons-en un, Biggie, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais ils doivent avoir 2000 salons en France. Dans chaque salon, il y a 5, 6, 7, 8 personnes. Alors, en plus, ils font travailler dur, hein, puis plutôt 60 heures par semaine que 35 heures. Hein. Et ils n'ont pas de délégué du personnel. Ils n'ont pas de comité central d'entreprise. Quel est le système? On peut ne pas se résigner. C'est dire que c'est une unité économique et sociale. Alors les unités économiques et sociales, vous le savez en droit, sont difficiles à reconnaître. Parce que c'est le juge qui tranche. Normalement, je ne suis pas que ce soit l'inspecteur. Parce que moi, il m'est arrivé de dire c'est une unité économique et sociale. C'est comme un chat, vous dites, il a des oreilles pointues, il a des moustaches, il fait miaou, il a des coussins sous les pattes, il a une grande queue qui bouge. C'est un chat. Et le juge vous dit non. Vous avez apporté ce qu'on appelle un faisceau de présomption, et c'est le juge qui tranche. Moi, je suis pour l'inverse. L'inspecteur du travail du siège tranche, dit c'est une unité économique et sociale, et le patron va devant le juge s'il veut faire appel de la décision de l'inspecteur. Vous pouvez inverser moi, je sais reconstruire le code du travail. C'est ce qu'on va faire un jour proche. Je sais prendre ces décisions
pour lutter contre la sous-traitance. Et si vous luttez contre la sous-traitance, vous renversez toute la hiérarchie par laquelle les grandes entreprises pompent les petits. Parce qu'on sait tous ici qu'ils ne ruissellent pas, ils pompent. Comme les Shadocks. C'est ça les Shadocks pour ceux qui sont anciens. Ils pompent, ils pompent, ils pompent. Donc pour les empêcher de pomper, il faut mettre des clapets et dire non, vous ne pouvez pas rester comme ça dans le vague. Donc réguler la sous-traitance. Revenir à des CHSCT. Et renforcer l'inspection du travail. La revendication de la CGT Inspection du Travail, dont je suis fier d'appartenir, puis en plus je suis fier maintenant parce que j'ai 2 de mes enfants qui sont devenus inspecteurs du travail, dont l'une qui dirige la CGT Inspection du Travail. Alors je suis comme ça de pouvoir le dire, mais la CGT Inspection du Travail réclame le doublement des effectifs. Enfin, qu'est-ce que c'est 1600 inspecteurs du travail pour 18,5 millions de salariés du privé, avec le fait maintenant, en plus d'ailleurs, on intervient dans des domaines qui étaient anciennement publics, et ça rajoute 1 ou 2 millions de salariés dont les droits dépendent de nous. Donc là, ça c'est vital, parce que, alors après on me dit, oui mais l'inspection, on ne peut pas mettre un inspecteur derrière chaque patron, mais oh non, il n'y a aucune chance, aucune chance. Mais alors c'est vrai qu'il faut reconstruire les droits des IRP. Il n'y a rien de mieux qu'un syndicaliste. Moi, je ne vois pas l'inspection à la place du syndicaliste. C'est le syndicaliste qui est le négociateur, l'interlocuteur. Mais maintenant, on ne peut plus se contenter d'avoir des seuils les CHSCT devraient être à plus de 20, à partir de 20, obligatoire. Pratiquement les CE aussi. Toutes les institutions élues du personnel devraient être à partir de 20 et non pas les monter à 50, 300 ou quelque chose comme ça. Et puis alors après, pour les intérimaires dans les boîtes, parce que j'ai bien entendu cet argument, vous connaissez déjà Renaud Douai, où il y avait 4500 salariés, il y avait 2500 intérimaires, c'est illégal. Alors même en Allemagne, vous voyez en train de citer Madame Merkel, elle avait fait passer une loi où il y a dans les entreprises de plus de 300, bon, il n'y avait pas plus droit à plus de, c'était 3,5% de non-CDI. Voilà, vous faites passer une loi, vous dites, ça se discute, hein, moi je décide pas à la place des autres, je n'ai rien d'un gourou, mais vous dites pas plus de 2,5% ou pas plus de 3,5% de non-CDI par entreprise, et vous avez changé absolument tout. Parce que là, vous empêchez de faire de l'intérim et des CDD une marge de travail permanente, quoi. Enfin, pour les saisonniers et les travailleurs détachés, parce que vous en avez sûrement ici, mais les travailleurs détachés, c'est une des choses que je juge le pire, parce que le patron ne paye pas les cotisations sociales au taux français. Il travaille ici, mais les cotisations sociales sont payées au taux bulgare, roumain. Évidemment, c'est une affaire pour le patron, c'est une aubaine. Et vous êtes inspecteur du travail, j'avais tenté de faire une belle lettre à Sofia, en Bulgarie, pour savoir si le patron que j'avais en face de moi avait payé les cotisations sociales en Bulgarie. J'ai jamais eu de réponse. Et là, donc c'est incontrôlable. Et donc ça fait des salariés immigrés détachés quelque chose pour que les patrons ont plus intérêt qu'un salarié immigré tout court. Parce que celui-ci a officiellement les mêmes droits, le détaché, non. Ce qui fait que maintenant, les entreprises en Hongrie ou en Roumanie, qui font venir des Africains qui passent par la Hongrie, parce que c'est plus intéressant d'avoir des travailleurs détachés parce qu'on ne leur paye pas les cotisations sociales. Voilà l'ensemble des réformes qu'on a à faire pour nous rendre une seule conscience, c'est qu'on est un seul salariat. Un seul salariat. Le jour où des millions de gens le comprendront, et juste pour une phrase, quand même, quand on s'est battu sur les retraites, on a perdu, pour être clair. Mais on a fait quoi? 34 millions de manifestants en 14 manifestations. 34 millions avec l'intersyndicale. On n'est jamais allé plus, semble-t-il, le 2 millions, 2 millions et demi, dans les plus grands. Mais les gens sont revenus sur les 14 manifs 5-6 fois. Tout le monde ne les a pas fait toutes. Donc vous pouvez estimer que sur les 34 millions, en fait, il y a 6-7 millions de salariés qui ont manifesté, peut-être plus, on ne sait pas. Au moins une fois.
au moins une fois. Et les sondages d'opinion donnaient 95% de la conscience de tout le monde contre la loi sur les retraites. On a perdu. Mais rien n'est oublié dans la mémoire. Les gens, quand ils ont participé à une manifestation, ils savaient à côté de quels collègues ils étaient ou quel banderole ils portent. Ils n'oublient jamais. Ils ont perdu, ils peuvent grogner, dire on n'y arrive pas, ça sert à rien, ils peuvent faire tout ça, mais ils n'oublient pas. Et quand la porte s'ouvre, alors vous avez en face de vous un vieux 68ard. En 66-67, on me disait c'est fini juin 36. Il n'y aura plus jamais de grève générale. En 66-67. On me disait les mots de l'époque, c'était la classe ouvrière étant bourgeoisée. C'était pour vous décourager. Hein. On vous disait ils ont des crédits sur le dos. Il faut les mépriser. Il n'y a que le PMU qui les intéresse. J'étais môme, j'entendais ça. Je ne sais pas pourquoi, par les hasards de ma vie personnelle et tout ça, je ne les croyais pas. Je disais si, il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, mai 68 s'est déclenché. Et moi, comme tout le monde, en mai 68, j'ai vu des gens se transformer. Les gens apprenaient plus en 30 minutes qu'en 3 heures, en 3 heures qu'en 3 semaines, et en 3 semaines qu'en 30 ans. Les gens qui ne foutaient rien avant, là, ils changent. Ils ne voulaient pas prendre une carte syndicale, et maintenant, ils viennent t'engueuler en disant bah, « t'as pas de carte sur toi, quoi ?» Et donc, ça arrive, et ça arrivera à nouveau. C'est la seule raison pour laquelle je milite à 78 ans. C'est qu'il y aura un autre mai 68 avec. C'est jamais pareil. Mais il y aura une autre explosion sociale de ce type. Et la politique qu'ils font en ce moment contre le salariat et qui méconnaît la force de 30 millions de salariés, cette politique-là, tôt ou tard, elle nous donnera lieu à une explosion qui ira dans notre sens. C'est quand même un message d'espoir pour ceux qui doutent. Hein. Effectivement, tu l'as dit, on a quand même pris un coup derrière la tête après cette réforme des retraites. Mais j'espère, comme toi, vivre encore un grand mouvement semblable à mai 68 avec 10 millions de personnes dans la rue. Alors on sait aussi que ça se construit au plus près dans les entreprises. C'est peut-être le débat qu'on va avoir cet après-midi.